RCF. Bonjour, comment allez-vous ? Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur RCF pour une nouvelle émission de Paroles de femmes, avec une nouvelle invitée à qui j'aimerais dédier cette phrase « C'est un trou de verdure où chante une rivière ». J'invite Rimbaud ce matin avec nous et vous allez voir, ça parle à notre invitée, elle va nous dire pourquoi. Je suis aujourd'hui avec... Je suis Isabelle. Avec Isabelle Coudray. Bonjour Isabelle, c'est un plaisir. Bonjour Catherine. Alors, ce trou de verdure où chante une rivière, racontez-moi. Alors oui, en effet, on s'est rencontrés dans un endroit de verdure au bord d'une rivière. En effet, Catherine. Je suis copropriétaire avec mon frère d'une jolie maison au bord de la rivière et d'un moulin qui bien sûr est aussi au bord de la rivière puisque c'est la rivière qui active le moulin. Voilà. Et alors ce moulin que beaucoup de gens connaissent, ce moulin est une huilerie. Absolument. Voilà. Donc elle est près de cette rivière sur un bras au milieu des deux bras d'ailleurs. Sur une île. Sur une île. Et alors, vous avez décidé de revenir donc à Donzy, puisque c'est à Donzy que ça se passe, après une vie professionnelle très importante. Intense. Diverse et très satisfaisante en effet. Alors, j'ai beaucoup aimé votre variété d'activités, puisque vous avez l'huilerie que vous faites vivre avec votre frère, et puis un petit peu avec votre papa. Aussi beaucoup, aussi, oui. Voilà. Et donc c'est à Donzy, mais auparavant, vous étiez où exactement ? Ah, exactement, j'ai été à plusieurs endroits en fait. Je suis effectivement née à Donzy, mais j'ai étudié à Paris, j'ai travaillé en Franche-Comté, en Picardie, à nouveau en région parisienne, et puis j'ai vécu et travaillé également en Suisse et en Italie. Voilà, alors ce que vous ne dites pas, c'est que vous avez fait partie d'un grand groupe où vous aviez une responsabilité de DRH. Oui, j'ai fait partie d'un grand groupe international et mon dernier job, en effet, j'étais en charge de la partie formation et développement pour la zone Europe, donc basée à Milan. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir à Donzy, près de la rivière ? Mais ce sont mes racines, c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi, et ça forge aussi une partie de mon identité. Bien sûr. Et donc, moi j'ai toujours aimé être à un endroit et à un autre à la fois, être là où on ne m'attend pas forcément. Donc, être de Donzy et être en charge d'une responsabilité à l'échelle européenne, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, c'était pour moi très logique de revenir au bord de la rivière. Alors, ce que vous ne dites pas non plus, mais c'est que vous avez toujours une activité professionnelle qui vous propulse de Donzy à l'international tout en restant dans l'huilerie. Oui. Donc, bon, donc vous êtes coach, Oui. Donc vous êtes conseil. Voilà. Alors, je suis coach essentiellement sur des problématiques de leadership, d'animation d'équipe. Oui. Donc, j'aide des managers, des dirigeants à peaufiner leur leadership, à retrouver leur leadership quelque part dans leur identité à eux et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, en effet, je me suis formée pendant que je travaillais en tant que salariée et avec déjà l'objectif de m'installer comme indépendante. Et en effet, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien être à un endroit et à un autre à la fois. Et donc, en lançant mon activité de coach, je voulais être à la fois locale et internationale.
Oui. Et donc, comme vous dites, depuis Donzy, je suis en contact voilà. avec le Costa Rica. Voilà, tout à fait. C'est ce que vous faites. Comment dirais-je, vous faites le lien entre une activité extrêmement locale, extrêmement de terroir, et aussi ouverte sur le monde. Et ça, c'est tout à fait. Donc, vous êtes une femme multiple. Et ce retour à vos racines vous fait aussi travailler avec la tradition. Vous êtes bien de votre époque, mais vous travaillez également dans la tradition. Donc avec cette huilerie, racontez-moi. Pour moi, tout ça va très bien ensemble en réalité, parce que l'huilerie, effectivement, c'est une activité très traditionnelle. Mais c'est aussi une activité qui est dans l'air du temps, avec un impact environnemental faible, puisque on produit avec la force de la rivière. Oui. On utilise des noix et des noisettes locales. Oui. Donc on favorise aussi d'une certaine façon les circuits courts. Donc c'est aussi moderne ça mais traditionnel. Et traditionnel et ça va et la modernité n'exclut pas la tradition et réciproquement. Moi j'aime bien tous ces paradoxes et j'aime ces réconciliations. Mais oui, mais on ne serait rien sans un passé, votre présent ne serait rien sans un certain passé pour aller vers un futur certain. Absolument. Donc c'est des produits de noix, de noisettes, et vous faites également les produits dérivés. Oui, on a on produit de l'huile de noix qui est l'activité, je dirais traditionnelle et historique. Et puis depuis de longues années maintenant, on produit également dans ce moulin des huiles de noisettes. Nous avons aussi produit de l'huile de pistache et de l'huile d'amande. Oui. Et puis nous avons également des pâtes à tartiner utilisant nos produits de l'huile de noix, de noisettes, etc. Et puis la farine de noisette, la farine de noix. Donc on utilise ces produits-là pour fabriquer des pâtes à tartiner gourmandes. Gourmandes, mais aussi rien n'est perdu. Non, rien n'est perdu. Et ça aussi, c'est à la fois traditionnel et moderne, puisque par exemple, les résidus, ce qu'on appelle le tourteau, ce qui reste une fois qu'on a pressé l'huile, on a pressé la pâte de noix ou de noisette, le tourteau, qui est une matière sèche et dégraissée, est réutilisé en farine pour faire des pâtisseries ou pour des pâtes à tartiner, mais aussi, parce qu'on en a une bonne quantité, pour l'alimentation du bétail. Donc on ne produit pas de déchets. Comme vous disiez, préservation de l'environnement et on a tous un impact, donc autant qu'il soit favorable. Exactement. Alors, il y a quelque chose qui frappe quand on va chez vous, dans cette huilerie, c'est cette imprégnation du 19e siècle, puisque les machines sont toujours là, ce sont toujours les mêmes. Et on ressent véritablement le savoir-faire les savoir-faire qui vous ont précédé. C'est un peu comme si on voyait les artisans du siècle dernier qui sont toujours là. Enfin, je pense que leur du siècle dernier et du précédent. Et du précédent, puisque nous sommes au 21e maintenant. Et ça respire véritablement tout cela, toute cette histoire. Je suis très contente que ça vous ait inspiré, Catherine. Tout à fait palpable quand on projette. Et ce qui est bien, c'est que vous avez préservé donc les machines qui sont là et qui fonctionnent toujours. Oui, les machines sont toujours là. C'est l'alliance de ces machines et de ce savoir-faire accumulé qui permet de sortir des produits de qualité. De qualité. Et des produits aussi dans un lieu inspirant, en effet. Ah oui, totalement, absolument. Puis alors, il y a également, puisque vous êtes en partenariat avec votre frère qui, lui, a une exploitation agricole, une spécialisation de foie gras, de magret, de produits dérivés, donc de la volaille, de cette volaille.
Et ça, c'est encore une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire. Vous voulez que j'en parle ou Je crois que votre papa va nous en parler très bien tout à l'heure. Mais c'est aussi une histoire de famille. Absolument, c'est une histoire de famille. Et c'est intéressant pour moi de considérer aussi l'histoire de ma famille. J'ai un papa qui a un tempérament d'entrepreneur, une maman qui a un tempérament d'entrepreneuse, un frère qui a un tempérament d'entrepreneur, un autre frère qui est très créatif. Et puis moi, j'ai travaillé dans une grosse entreprise. Et en fait, en créant moi-même cette nouvelle activité de coaching, j'utilise aussi cette fibre de se lancer, d'avoir envie de développer un business. Et puis d'ailleurs, mon entreprise de coaching, je l'ai appelée By the River, qui veut dire au bord de la rivière. Mais bien sûr, absolument. Ça coulait de source, si je peux dire. Exactement. Voilà. Alors, justement, cette activité de coaching, donc vous le faites en distanciel? Essentiellement, oui. Oui, j'ai quelques clients que je vois en face à face, mais la plupart, c'est en distanciel, en effet. Alors, dans cette jolie maison? Dans cette jolie maison, ou dans une autre. Dans une autre. Mais je me partage mon temps, oui. Voilà. Alors, je parle de cette jolie maison parce que c'est encore une autre de vos facettes. Cette jolie maison est une maison d'hôte. Oui. Alors, elle a une histoire aussi. Elle a une histoire parce que c'est la maison qui va avec l'huilerie. Et c'est une maison je suis née à Donzy, c'est une maison que j'ai toujours vue, moi. J'allais au collège à 150 mètres de l'huilerie et je laissais mon vélo au coin de la maison, là. Et donc, tous les jours, je passais sur le pont et je voyais la maison et j'ai toujours trouvé très belle cette maison. Et quand je suis partie faire mes études à Paris, je suis partie avec, j'étais jeune, hein, j'avais 17 ans, je suis partie avec une carte postale de Donzy. Et puis sur la carte postale, c'était la maison du moulin. Et cette carte postale, elle m'a suivie plus de 20 ans sur mon frigo. Ah là là. Donc voilà, c'était prédestiné quelque part. Complètement. Donc vous l'avez réaménagée. Oui. Et maintenant vous accueillez. Oui, on la propose soit tout entière, soit en chambre d'hôte l'été. Juillet-août, c'est consacré aux chambres d'hôtes. Donc on accueille des touristes en fait toute l'année, des gens qui viennent soit en famille ou entre amis pendant un week-end ou quelques jours, soit des touristes qui viennent passer une nuit, 2 nuits, découvrir la Nièvre. Et qui se détendent avec le murmure de l'eau. Absolument. Puisque c'est entouré d'eau et c'est tout à fait paisible. Alors c'est encore des facettes, toujours. Vous êtes une porteuse de lumière. Hein? Si je dis Jeux Olympiques. Oui, ça a été mon Alors, été. Alors, racontez-moi ça. C'était mon été 2024. J'ai eu la chance d'être porteuse de la flamme olympique. Oui. Donc c'était un grand moment. Et puis j'ai été également volontaire pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Qui est la première à avoir l'honneur de porter le flambeau, Isabelle Coudray, une habitante de Donzy, qui avait au départ porté sa candidature pour être une des centaines de bénévoles de ces Jeux de Paris et qui a eu la surprise d'être désignée aussi relayeuse. Et cette surprise, elle le doit à ses enfants. Roman, son fils, est à côté de moi. Roman, comment ça s'est fait cette candidature pour votre maman? Eh bien, bonjour. Quand on a appris qu'il y avait la possibilité de nommer notre maman comme volontaire pour porter la flamme, on a tout de suite écrit un petit texte, donc Eva, Zoé et moi-même, et racontant l'histoire de notre maman et son ancrage au territoire de la Nièvre et de la Bourgogne. Elle est partie pour ses études et travailler à Paris et ensuite à l'international, mais elle est toujours revenue à Donzy. Elle a toujours pris beaucoup de soin à revenir à Donzy en faisant bouger le Donziais, comme elle le dit. Et donc, on a été très heureux début décembre quand elle nous a informé qu'elle était effectivement relayeuse. C'était un grand honneur. Donc hier soir, on a fait une petite fête pour célébrer ça. Et ce matin, c'est les yeux très humides qu'on l'a vue
pour ce départ de la flamme à Avallon. C'était un grand honneur. Avec du stress pour les enfants, parce que finalement, bon, il y a quelques centaines de mètres à parcourir avec un flambeau, mais on se dit que tout peut arriver sur 200 mètres. Ça fait des mois qu'on attend ça, donc effectivement, quand le moment vient, c'est beaucoup de stress et beaucoup d'émotions. Donc voilà, très très heureux et très très fier, surtout de notre maman, et je parle au nom de mes 2 sœurs et de moi-même. Isabelle Coudray n'en revient toujours pas. Cette Nivernaise sera la première ballerine à porter la flamme olympique. Alors à quelques minutes de l'allumage, difficile de cacher son impatience. Je suis super heureuse de cet honneur qui m'est fait. Elle fait 1,5 kg et elle est magnifique. Voilà. Donc vous avez été de Donzy, vous portiez tout ça, vous êtes allé à Paris. Oui, je suis allée à Paris pour les Jeux et les Paralympiques et puis j'ai porté la flamme à Avallon. À Avallon. Voilà, vous avez donné le relais. Oui. Voilà. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Alors, ça a été quand même un moment de joie. J'étais très fière de porter la flamme olympique. C'est un honneur. Oui. Mais j'ai ressenti, c'était début juillet, et j'ai ressenti en fait cette ferveur qu'on a tous ressenti pendant l'été des Jeux Olympiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée, ce relais de la flamme qui est allé dans des petites villes de France, pour qu'il y ait un peu des Jeux Olympiques de Paris, un peu partout dans les territoires. Donc j'étais très flattée de faire partie de ça. Et puis j'avais ma famille autour de moi, donc c'était un beau symbole. Une belle expérience. Ouais. Oui. Alors vous avez fait un séjour à Olympie aussi. Oui, parce que tant qu'à faire, je fais les choses à fond. C'est-à-dire que pour terminer l'année 2023. J'ai dit à mon mari, on pourrait peut-être aller faire le 31 décembre en Grèce. Puis en fait, j'avais déjà ma petite idée et je lui ai dit, ce serait bien qu'on aille à Olympie. Donc il a effectivement organisé le voyage en Grèce et puis on est allé à Olympie. Donc je pense que le 29 décembre 2023, j'étais à Olympie dans le stade antique. Dans le stade, absolument. Voilà. Et cet été, vous étiez dans un autre stade également. Oui, j'étais au Paris. Stade de France. Vous avez suivi absolument toutes les manifestations. Alors pas toutes, parce qu'il y avait tellement, mais j'étais au Stade de France, dans un Stade de France qui vibrait. Qui vibre. C'est ça. Et vous avez participé. Et j'ai vibré aussi. Vous avez vibré. C'est magnifique de vibrer comme ça. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur votre métier de coach en leadership. Expliquez-nous vraiment ce que vous sous-entendez par leadership, ce que vous entendez par leadership. Ouais. Alors, je sais qu'en France, leadership, c'est souvent assimilé à chef. Mm-hmm. Mais le leadership, pour moi et pour mes clients, c'est pas d'être chef, c'est d'aller de l'avant, c'est d'entraîner, c'est d'inspirer et de conduire vers quelque chose de meilleur. Alors, vous m'aviez dit un petit peu, c'est de révéler les potentiels aussi. Oui, alors moi je fais ce métier comme j'ai fait des ressources humaines toute ma vie, parce que je crois profondément en la ressource des êtres humains. Je crois profondément qu'on a tous les ressources pour faire face à tous les challenges qui se présentent. Et là, le coaching, c'est ça, c'est de créer les conditions pour que ces ressources soient mobilisées, émergent, et donc c'est de révéler son plein potentiel et de faire honneur à tous les dons qu'on a reçus. Oui, c'est tout à fait. C'est en principe, c'est notre but sur Terre. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Isabelle ? Le plus important pour moi, c'est de voir le futur positivement. Oui.
Et donc de faire dans mon métier de coach, quand un cycle de coaching se termine avec un client et qui me dit je vois les choses un peu différemment et j'ai confiance, je me dis super. C'est un très beau résultat. Rétablir la confiance. Ouais. Rétablir la confiance en soi et la confiance vers le futur. Ouais. La confiance, c'est un sujet important et c'est un sujet qui n'est pas complètement rationnel. Mm-hmm. Parce que pour avoir confiance, il faut croire et croire en quelque chose d'incertain. On a confiance. Avoir confiance, c'est avoir confiance que ça va bien se passer, bien qu'il y ait un petit peu d'incertitude. Et j'aime bien ce côté toujours un peu ambigu et paradoxal de dire ça va bien se passer, même s'il y a une petite incertitude. Même s'il y a une petite incertitude. Voilà. Vous êtes joueuse ? Oui, je suis joueuse et j'aime m'amuser. Oui, ça s'entend. Très bien. Et parmi toutes ces activités, vous avez des loisirs ? Des loisirs. Mais en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, voilà. Ça devient un loisir, en fait. Si moi, vous j'ai faites avec plaisir. passion, c'est absolument, c'est un loisir. Voilà. Oui, ce n'est plus un travail, non. c'est une passion. Exactement. Très bien. Alors, vous avez été à 25 ans seule femme RH dans une usine. J'étais la première. Vous étiez la première. Dans cette société, oui. Voilà. Comment voyez-vous le chemin parcouru ? Alors, j'ai un peu de recul, du coup, puisque ça fait... Chut, pas de... Mais... Non, les femmes formidables n'ont pas d'âge. Mais, en fait, je vois quand même qu'il y a, sur la partie féminisation, accès des femmes aux responsabilités, beaucoup de choses ont progressé, beaucoup de choses ont évolué. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Ceci étant, il reste du chemin à parcourir. Il reste du chemin à parcourir en France, c'est vrai, mais il reste aussi du chemin à parcourir dans beaucoup d'endroits de la Terre. Oui, énormément. Énormément. Mais alors, suis-je à la bonne place ? C'est une question que se posent beaucoup de femmes managers. Est-ce que vous continuez à vous la poser ? Alors, ce que j'observe, Catherine, c'est que cette question-là, et ça me donne beaucoup, beaucoup d'espoir, les jeunes hommes commencent à se la poser. Ah oui. Et j'ai eu l'occasion de coacher des jeunes hommes managers qui se posent beaucoup de questions sur leur impact, sur comment tirer le meilleur parti du potentiel de leurs collaborateurs. Et c'est des questions que, désolée, c'est de la statistique à la petite semaine, mais que les hommes plus âgés ne se posent pas ou ne se posent plus. Et je pense que les jeunes générations d'hommes vont porter du changement. Peut-être que les femmes, ils sont aussi pour quelque chose, parce que ce sont les femmes qui élèvent souvent les garçons. Oui, souvent. Et du coup, c'est vrai que les mamans, mais les papas aussi. Les pères aussi, la figure du papa est très importante. Ont une responsabilité dans ce que deviennent les petits garçons et les petites filles. Et les petites filles, absolument. Vous êtes une femme à facettes, je le répète, comme beaucoup d'entre nous. Quels sont les 3 mots pour vous définir, mots ou adjectifs ? Alors, je suis vive. Oui. Je suis curieuse. Et peut-être quelque chose qui se voit un petit peu moins, je suis sensible. Voilà. Tout à fait. Curieuse, vive et sensible. C'est un très joli trio. Merci. Et à quoi rêve Isabelle Coudray ? Je rêve de vivre très longtemps pour voir un futur positif. Oui. Et
Et je souhaite être témoin longtemps de la ressource humaine en action, et en action pour un monde meilleur. On ne peut que vous rejoindre dans ce souhait, absolument. Donc vous avez des enfants que vous avez élevés seuls, pas par décision, mais par nécessité de la vie. La vie. Voilà. Donc vous connaissez cette problématique qu'ont les jeunes femmes d'aujourd'hui, qu'ont eu les jeunes femmes et les moins jeunes, enfin bon, toutes les générations, et je vois que ça se répète. Comment les voyez-vous, ces femmes d'aujourd'hui ? Je les trouve, je les observe maintenant et je les trouve très courageuses. Oui. Et en fait, quand on a 30, 35 ans et qu'on élève des enfants, on est dans l'action. Oui. Et on se rend pas forcément compte de tout ce que l'on fait. De tout ce que l'on fait. De tout ce que l'on assume. Exactement. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire, mais vous êtes formidables. Absolument. D'ailleurs, ici, Parole de Femmes, il n'y a que des femmes formidables. Exactement. Donc, voilà. Et quel message auriez-vous envie de donner aux femmes d'aujourd'hui ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est aller de l'avant. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour faire face, pour profiter et pour rayonner. C'est beau. Merci. C'est très très beau. Donc, je crois que nous avons compris que l'humain est le fil rouge important de votre vie et relie toutes vos activités, quelles qu'elles soient. C'est vrai. Et révéler le meilleur, dévoiler les ressources de l'autre également. C'est tout à fait merveilleux. Et c'est une belle ligne de vie, c'est un beau programme. Vous faites partie aussi des entrepreneureuses. Aussi. Un groupe aussi, parmi tant d'autres choses. C'est ce groupe de femmes chefs d'entreprise que nous connaissons ici à l'émission. Que vous ont-elles apporté ? Alors d'abord, elles m'ont apporté un accueil. Oui. C'est-à-dire que moi, je reviens dans la Nièvre après de longues années. Oui. Et j'arrive et tout de suite c'est bienvenu, tout de suite c'est un réseau et une solidarité, une entente, une bonne humeur, des rires. Donc c'est comme un merveilleux accueil en fait, tout de suite. Oui. Et puis après on a des activités ensemble, mais des activités communes. Exactement. Oui. Mais le premier mot qui me vient c'est qu'elles m'ont accueilli. Magnifique. Très, très, très beau. Alors, pour terminer, j'aimerais savoir... il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous auriez aimé répondre. Quelle est-elle ? Peut-être mes projets futurs. Voilà. Et donc ? Alors... il y en a plein. Ça, j'en doute pas une seconde. Donc, il y a des choses auxquelles je réfléchis sur mon métier de coach, en particulier sur des ateliers d'intelligence collective. Ça, j'aimerais développer ça. Au niveau du moulin, j'aimerais qu'on puisse développer aussi des ventes à distance. Oui. Et puis j'aimerais aussi avoir d'autres surprises. Et ça, c'est un projet en tant que tel, c'est avoir des surprises parce que des choses qu'on n'a pas prévues qui se passent, je trouve que c'est génial. Ne vous inquiétez pas, ça risque d'arriver très très vite. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Exactement. Justement. Mais c'est magnifique. C'est une très belle ligne de vie, c'est un très beau message d'évolution, de progrès et un espoir précieux vraiment aujourd'hui. Et ça, je vous en remercie beaucoup. Vous aviez choisi une très belle musique à nous faire partager. Nous allons terminer pour ça et faire la jonction avec la partie eux aussi, puisque c'est en continuité avec vous. Et vous aviez choisi John Lennon, Imagine. Pourquoi ? John Lennon, Imagine, parce que je trouve que c'est génial. C'est une très belle musique à nous faire partager. Nous allons terminer pour ça et faire la jonction avec la partie eux aussi, puisque c'est en continuité avec vous. Et vous aviez choisi John Lennon, Imagine. Pourquoi ?
parce que c'est une chanson qui est la chanson de la paix par excellence et la chanson, je dirais, de l'humanité réunie au-delà des frontières. Tout à fait. Ça vous va très très bien. Et moi, je voudrais vous donner juste ma petite phrase de fin, mon petit cadeau de fin. C'est quoi qu'elle fasse, une femme doit le faire 2 fois mieux qu'un homme pour qu'on en pense autant de bien. Heureusement, ce n'est pas difficile. Et ça, c'est Charlotte Whitton, qui a été maire d'Ottawa, qui a été une des premières à l'université dans les années 20. Et une sacrée nana, une sacrée bonne Catherine, femme. merci beaucoup de nous rappeler ça. C'était un très très beau moment et qui fait la jonction d'ailleurs avec mon prochain invité dans la rubrique Eux aussi. Nous avons laissé James Brown et le Men's World pour une fois et là je reçois Monsieur Roger Coudray. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Donc après votre fille, je suis très heureuse de vous avoir avec nous parce que j'aimerais que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé à Donzy. Parce que vous n'en êtes pas natif, mais j'aimerais savoir, parce que c'est une histoire qui appartient à l'histoire. À l'histoire, à la petite histoire, pas à la grande histoire. Dites-nous. Mais enfin, on peut quand même avoir des références à la grande histoire. Oui. Parce que je suis né dans une famille ouvrière dans la région parisienne, à Villejuif exactement, en 1935. Oui. C'était une famille où il y avait déjà 3 enfants. Et 1939 est arrivé, et la déclaration de guerre en août 39. C'est la France qui déclare la guerre à l'Allemagne. La population de France est très très inquiète. Les municipalités de la région parisienne prévoient d'envoyer les enfants des écoles en province, et je fais partie d'une école maternelle à Villejuif, et avec mes sœurs qui sont en école primaire et moi en école maternelle, nous sommes évacués, et des autres enfants bien sûr de l'école, nous sommes évacués dans la Nièvre, alors ma maman dit à mes sœurs qui sont beaucoup plus grandes que moi, une est née en 1926, elle a 9 ans de plus que moi, et l'autre 5 ans de plus que moi, donc j'ai 9 ans et 13 ans, mes sœurs, et elle dit à mes sœurs, surtout prenez soin de votre frère et ne le quittez pas. Oui. Mais au cours du voyage, évidemment, on est ensemble, et puis malgré tout, à l'arrivée, les filles sont d'un côté, les écoles de l'autre, chaque classe a une destination, et moi, je me retrouve, évidemment, séparé de mes sœurs. C'est un peu une difficulté pour moi. Mais vous aviez 5 ans. J'ai 4 ans. 4 ans. J'ai 4 ans en 1939. Je suis né en 1935. Ce n'est pas l'exode de 1940. Oui. C'est la déclaration de guerre. C'est ça. En 39. Oui. On est avec l'enseignante de notre classe. On est 19 enfants. Cette personne, je ne sais pas une organisation un peu affolée, monte dans une voiture avec 4 enfants et les 15 autres restent sur le quai de la gare. Donc je fais partie de ces 15, je suis le plus petit de l'équipe et ma foi, l'agitation est importante dans la gare, personne s'occupe de nous, le soir arrive et le chef de gare met les enfants dans la salle d'attente, mais à 4 ans c'est quand même difficile. Oui. Bon. Et puis, à l'arrivée à Donzy, tous les enfants ne sont pas à risque de ce qui était prévu. Donc, c'est un branle-bas de combat, où sont ces enfants. Il y a une personne qui est prévenue, et à 9h du soir, elle peut rien faire, évidemment. Mais elle prévoit pour le lendemain quelque chose d'assez particulier. D'aller chercher les enfants avec des voitures de particuliers et de les ramener à Donzy où ils auraient dû arriver. Alors, à cette époque-là,
il y a, on ne prévient pas par haut-parleur ni par choses comme ça, c'est le tambour qui annonce dans les carrefours de l'agglomération de Donzy, 15 enfants sont en déshérence à Cône, à la gare de Cône. Ils vont arriver vers 10h30, 11h sur la place de la mairie. Les familles qui voudraient bien les héberger, prendre en charge un de ces enfants sont invités à cette heure-là sur la place de la mairie. On arrive donc vers entre 10h30 et 11h à Donzy. Il y a du monde, ça je tiens à le dire. Les gens ont répondu systématiquement, les familles ont répondu présents et sont venus chercher les enfants. La personne qui a organisé cette chose-là s'appelle Marie Coignet. Et alors? Et vous? Et alors, cette personne a tout organisé et elle a pensé bien sûr prendre un des enfants puisque c'était elle qui organisait cette chose-là. Elle a dit il faut que j'en prenne un pour marquer l'affaire. Elle était célibataire, cette personne, c'était Mademoiselle Coignet, elle avait 45 ans. Elle vivait avec son père dans un café-restaurant, c'était leur propriété et leur activité. Oui. Donc, je suis pris en charge par cette personne. Évidemment, je suis un petit peu désemparé, 4 ans. 4 ans, c'est pas grand. Hein. 4 ans, je ne connais plus personne, c'est pas mes lieux de vie, donc je suis un petit peu désespéré. Mais les choses s'organisent au fil des jours. On apprend que les sœurs sont à Arquian. Et puis, cette personne, en 15 jours, elle s'attache à moi. Oui. Mon père a été mobilisé. Ah oui. Ma mère, au bout de 3 semaines, elle fait le voyage pour aller voir ses enfants. Oui. Et puis, cette Marie Coignet lui dit, si vous voulez, votre mari est mobilisé, les difficultés de politique actuellement sont très difficiles, il y a un risque de guerre important, si vous voulez, vous me laissez votre enfant, et puis vous viendrez le voir quand vous voudrez. Oui. Alors, ça convient à ma mère, bien sûr, elle repart, et moi, petit à petit, je pense que je prends un peu confiance dans la vie qui m'est proposée. Surtout que finalement, je suis dans de bonnes conditions. Oui. Et puis, ma foi, le temps passe, mon père est mobilisé, et puis 40 arrive, juin 40 arrive. Oui. J'ai le souvenir, parce qu'il y avait une cour... Il y avait une cour derrière une cour commune. Il y avait des anciennes écuries, des anciennes étables dans cette cour. Et je me souviens en juin 40, mais j'ai le souvenir de ça. Des gens qui se sauvaient et qui se sauvaient de l'avancée des Allemands. Oui. Il y avait une véritable marée humaine et les gens venaient coucher dans les étables le soir pour repartir le lendemain. Et vous êtes Alors, resté... Marie Coignet, avec bon sens, elle s'est dit, il faut rester sur place, on est chez soi, c'est là encore qu'on est le mieux. On ne va pas aller traîner sur les routes. Voilà, donc, mon père est démobilisé, il a la chance de ne pas être prisonnier. C'est quelque chose d'important. Mon père obtiendra même une médaille militaire. Oui. Ça, je ne sais même pas si je l'ai dit à mes enfants. Et c'est comme ça que vous êtes resté donc à Donzy. Mon père obtient une médaille militaire. Mon père obtient une médaille militaire parce qu'il était très bon en vélo. Ah. Et il permet à un groupe de son régiment, sous-officier, officier compris, il était lui simple soldat, de se sauver en vélo depuis le nord jusqu'à Paris. Et c'est ce qui a permis à ce qu'il ne soit pas prisonnier. Voilà. Bon, donc vous êtes resté avec cette famille et c'est comme ça
lorsque vous êtes arrivé à Donzy, vous avez grandi. Oui. Cette dame est restée aussi auprès de vous, toujours vigilante, Oui. Madame Coignet. Oui. Et donc vous a élevé et vous vous êtes marié à Donzy. Oui. Mais c'est plus que ça, madame. Madame Marie Coignet a été je l'appelais Tati. Oui. Mais en réalité, C'est c'était une deuxième maman. Deuxième maman. Je dirais presque pas deuxième. Une maman. Une maman. Elle vous a donné tout l'amour du monde. Voilà. Donc vous faites connaissance de votre épouse à Donzy, vous mariez, et alors c'est là où vous travaillez tous les deux, et votre épouse a la bonne idée de créer une activité, elle élève des oies. Oui. Donc, et ça va être la naissance de l'activité actuelle qui est de l'entreprise d'élevage, donc de volailles, d'oies, de canards. Et alors seulement, votre épouse avait un savoir-faire. Oui. Alors, il y a eu 2 raisons pour lesquelles on a fait cette chose-là. Ma femme, Thérèse, avait enfant, elle avait en charge dans sa famille les volailles. Et puis, sa mère avait déjà gavé des oies dans son pays d'origine, la Hongrie, avant d'émigrer en France en 1936. Voilà. Et puis, on était aussi en fréquentation. On avait aussi des amis qui étaient dans le Gers. Voilà. Et votre épouse tenait donc ce savoir-faire, donc de Hongrie. Elle tenait ça de sa grand-mère aussi. Absolument. Voilà. Qui avait connu la tradition ashkénaze, c'est ça, de gavage d'oies, oui. Et qui a transmis. Oui. Ma belle-mère, la mère de ma femme, avait gavé des oies employées de maison dans une famille juive. Voilà. Il faut savoir que ce sont les Juifs en Europe centrale qui ont gardé cette tradition du gavage des oies. Voilà. Et donc, écoutez, c'est précieux parce que ça a donné naissance à une activité tout à fait florissante que votre femme a fait prospérer tout au long de l'existence. Oui, j'aimerais savoir, êtes-vous heureux, monsieur? Êtes-vous heureux? Ah, je l'ai été heureux, bien sûr, oui. Je le suis toujours, mais une joie actuelle, si vous voulez, pour compléter un peu, c'est mes enfants, mes 3 enfants. Vos 3 enfants. Mes 3 enfants sont à Donzy. Oui. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, tout à fait. Mais j'ai été aussi quelqu'un... j'ai aimé le sport. Et vous avez parlé des Jeux Olympiques. Moi, j'ai eu la chance, en 1960, d'aller à Rome, en tant que spectateur, aux Jeux Olympiques à Rome, en 1960. Magnifique. Et en 1961... je suis allé en Grèce et j'ai fait un 100 mètres à Olympie. Magnifique, décidément. Voilà. Non mais il y a une transmission. Vous tenez ça, c'est incroyable. Et voilà, mais c'est très beau. Monsieur, auriez-vous un message à transmettre à nos jeunes générations, à ces jeunes générations? Ouais. Oui. Le travail. Le travail. Bravo. Le travail. Je me souviens d'un agriculteur. On a fort peu de temps. Qui m'avait dit, le travail, c'est une vertu. Oui. Mais voilà. C'est une richesse aussi. Voilà. On s'enrichit à travailler. Tout à fait. On s'enrichit dans beaucoup de domaines. Je pas seulement financier. Oui, tout à fait d'accord. Voilà. Point de vue. Merci infiniment, monsieur, d'avoir été avec nous. Parole de femme s'interrompt maintenant. Merci. J'ai été particulièrement heureuse d'être avec vous et avec vous, Isabelle. C'était Parole de femme sur RCF. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous souhaite le meilleur à tous les deux, de tout cœur. Et merci de nous avoir reçus et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Si vous voulez intervenir, c'est Parole de femme RCF en attaché au pluriel @gmail.com.
Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Revenir à Donzy en faisant bouger le donzier, comme elle le dit.
Aussi. Un groupe aussi, parmi tant d'autres choses. C'est ce groupe de femmes chefs d'entreprise que nous connaissons ici à l'émission. Que vous ont-elles apporté? Alors d'abord, elles m'ont apporté un accueil. Oui. C'est-à-dire que moi, je reviens dans la Nièvre après Oh oui, de longues années. oui. Et j'arrive et tout de suite, c'est bienvenu. Tout de suite, c'est un réseau et une solidarité, Oui. une entente, une bonne humeur, des rires. Donc c'est comme un merveilleux accueil en fait. Oui. Tout de suite. Oui. Et puis après on a des activités ensemble. Mais Des activités communes. Exactement. Oui, oui. Mais le premier mot qui me vient, c'est qu'elles m'ont accueilli. Magnifique. Très, très, très beau. Alors, pour terminer, j'aimerais savoir, il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre. Quelle est-elle? Peut-être mes projets futurs. Voilà. Et elle donc? Alors, il y en a plein. Ça, j'en doute pas une seconde. Donc, il y a des choses auxquelles je réfléchis sur mon métier de coach, en particulier sur des ateliers d'intelligence collective. Ça, Oui. j'aimerais développer ça. Au niveau du moulin, j'aimerais qu'on puisse développer aussi des ventes à distance. Oui.